Voilà, alors bonsoir à tous, bienvenue à la Villa Perret pour ce Brain to Brain Lab qui se voudra cette fois un peu plus avancé, donc sur la partie workflow, comment les industrialiser. C'est pour ça qu'on vous recommandait de visionner les sessions précédentes, histoire de vous mettre à niveau, de déjà maîtriser un peu les outils, de comprendre où on va, la terminologie, etc. Cette session est bien entendu enregistrée, ce qui vous permettra par la suite de la visionner et de répéter les exercices peut-être. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler un peu le but, la mission des AI Suisse, une organisation donc à but non lucratif qui, vu l'essor de l'IA, cherchait à donner une plateforme pour les échanges de ce type, un peu plus techniques, mais aussi les échanges au niveau networking relationnel, où on essaie de brasser des gens sur différents cantons, principalement en Suisse romande, mais de tous les milieux, que ce soit des entrepreneurs, des techniciens, des universitaires, des gens du terrain. Et le but, c'est qu'à terme, la Suisse entière en profite, donc que tout un chacun arrive à prendre le train en route, à ne pas se faire distancer par ces technologies qui sont très utiles, mais qui avancent très très vite. Donc on essaie de vulgariser ça au maximum. C'est pas toujours évident, mais c'est notre mission et on accueille volontiers tous les feedbacks que vous avez à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on a Charles-Édouard, que vous connaissez maintenant, qui est expert dans le domaine, très pointu, très affûté, mais qui est aussi capable justement de vulgariser. Donc là, le but, ce sera en fait, de maîtriser cette technologie à travers un outil que vous connaissez aussi maintenant, qui s'appelle Curseur. Donc je pense que voilà, au fur et à mesure, vous commencez un peu à comprendre comment ça fonctionne. Le but, c'est pas forcément de faire de vous des experts, mais quand même, au fur et à mesure qu'on avance, le but, c'est quand même que vous acquérez une certaine une maîtrise de l'outil pour qu'on puisse chaque fois avancer un peu plus loin. Donc, il y aura peut-être un peu de frustration pour certains qui touchent pas encore complètement. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de faire les exercices, mais suivez déjà ce que vous pouvez voir en live et surtout posez toutes les questions que vous pourriez avoir pour que la session soit interactive. Et par la suite, je profite aussi de le dire, si vous avez des questions dans votre environnement de travail ou dans vos projets personnels, n'hésitez pas aussi à les partager avec vous de façon à ce qu'on puisse, lors des séances de ce type, débugger en live et travailler ensemble à ce qu'on résolve les problèmes et que tout le monde puisse apprendre de cela. Voilà, alors maintenant je passe la parole à Charles-Édouard pour la partie technique. Merci. Bienvenue à tous, ouais. C'est chouette on n'a pas dégoûté tout le monde pour l'instant. C'est vrai que ça, il y a un côté relativement technique parce que ces plateformes-là qui marchent bien sont pour l'instant faites pour des développeurs. Donc on n'a pas encore des trucs grand public qui marchent vraiment au même niveau que ça. Donc il faut, ma foi, faire avec pendant un certain temps. Mais je pense que vous le verrez, enfin, il y a une petite marge, un petit saut à faire, mais une fois que c'est fait, c'est assez. Enfin, je pense pas qu'on en revienne facilement. Et on ne va pas aller crescendo beaucoup dans le sens où une fois qu'on a cette interface-là prête, on travaillera dessus pour certaines choses, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin. Donc là, c'est un peu l'état de l'art même de ce que moi j'utilise en entreprise. Et ça m'intéressera beaucoup en fait de voir aussi le feedback par rapport au workflow parce que c'est un truc en constante évolution et puis on a tous des méthodes différentes pour interagir avec l'IA. Donc on verra si vous trouvez que c'est complètement nul, moi ça m'arrange. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment, c'est vraiment une façon complètement structurée, un peu qui s'aligne dans ce qu'on devrait faire en entreprise, où on a peut-être un quality management system, on a des process voilà, à respecter, et puis ils doivent être respectés par d'autres aussi. Donc on est obligé de documenter un petit peu, et puis tant qu'à documenter, autant documenter aussi pour que ça soit faisable, enfin documenté pour l'IA, qui va nous aider à résoudre ces tâches. Donc on peut faire d'une pierre deux coups, et c'est un peu le but de ça, tout en gérant un certain nombre de processus documentés. Donc, pourquoi on fait ça? C'est parce que voilà, l'alternative, c'est des chat GPT, des Claude, voilà, c'est toujours ce que je me défie. Hein, quelqu'un qui a un problème complexe, essayer de le résoudre là-dessus. Même avec les nouvelles intégrations, cette semaine, il y en a une pour faire un connecteur, par exemple, à un repositoire Git sur Claude. Je pense que ça ne change pas foncièrement la donne sur la puissance de ce que ça peut faire, parce qu'aller piocher dans un repo, c'est pas forcément encore changer le code dedans ou faire voilà, des choses compliquées. Donc ces interactions ne sont pas du tout du même niveau que ce qu'on peut faire là. Oui.
Oui, je pense que oui. Ouais. Oh, c'était sûr. Euh, Faut que tu sois sûr. non, c'est bon. Bon, ah, ok. Ouais. Voilà, donc je sais pas, n'hésitez pas à poser des questions parce que ça se veut aussi. Enfin, l'idée c'est qu'après vous avez une idée de comment le faire pour vous. Les workflows qui sont là, je me suis dit qu'est-ce qu'on va prendre qui est plus parlant peut-être, c'est de faire ça pour AI Suisse. Parce que voilà, je ne veux pas faire ça pour une entreprise qui ne parle pas forcément, mais je pense que AI Suisse, on peut tous essayer de voir, enfin de comprendre quelle est la réalité derrière. Alors pourquoi faire ça? On en a parlé un peu, mais pour ceux qui n'étaient pas forcément là vraiment la première fois, normalement on a l'approche un peu de ChatGPT où on fait un prompt, on demande à l'IA, on a un résultat, puis après on a l'espoir que voilà, quelque chose se cristallise dans une certaine direction. Ça ne marche pas souvent, parfois on peut dire « ah mais il y a un collègue qui m'a montré, ça a marché pour lui », voilà, on ne sait pas trop. C'est impossible de former sur ça parce qu'on dit je suis arrivé à un truc en discutant avec l'IA, ok, c'est pas très utile. Et puis après, la qualité, on n'a aucune garantie, on croise un peu les doigts et puis on ne sait pas trop ce qui a été fait au final. L'approche que j'aimerais montrer ici, elle est assez différente. On a un workflow qui est bien défini, un peu en termes d'instruction comme on l'a fait la dernière fois. On a une validation systématique qui se fait avec l'IA, une amélioration continue parce que si les instructions ne sont pas affinées, on va les itérer dessus avec l'IA. Et puis après, en principe, la qualité est relativement garantie. Est-ce qu'on Donc peut là, aussi dire automation au lieu de industrialisation? oui. Alors, oui, j'ai un truc important aussi, c'est que je déteste écrire des tutoriels comme ça. Donc pour le coup, celui-là, je l'ai entièrement, j'ai même mis l'instruction dedans. Je vous ai mis l'instruction qui a été utilisée pour générer celui-là. Donc je ne l'ai pas écrit moi du tout. Je ne mets pas des petites icônes, j'aurais pu affiner, mais volontairement je ne l'ai pas fait. Donc celui-là, il est entièrement généré par l'IA. J'ai quasiment rien retouché à part rajouter un lien qui marchait bien. Voilà. Donc voilà. Ça vous donne une idée aussi de la puissance de ce que ça peut faire. Vous pourrez tester pour vous. Essayer de reproduire ça. Donc là, évidemment que j'ai donné un peu de contexte parce que en fait, je vais donner la base des workflows que j'avais créés comme contexte. Donc c'est lui qui a auto-documenté. Mais vous verrez dans les instructions. Donc le but, en fait, déjà, c'est d'avoir de la structure. Ça, on l'avait déjà vu avec les instructions, mais là, on va rajouter un petit niveau. On avait un fichier d'instructions comme ça, versionné. Et puis là, on va rajouter un fichier qui s'appelle run.markdown, où en fait, ça sera juste le truc à faire tourner, à donner à l'IA, avec peut-être quelques inputs, par exemple des fichiers qui sont importants pour le contexte ou pas, pour faire tourner ces instructions qui, elles, sont figées et évoluent de façon versionnée. Donc si on fait des gros changements, on peut faire évoluer, là il y a une grosse version, une major, minor, et voilà. Donc selon les gros changements, peut-être qu'on fait évoluer à 2.0, enfin comme du software, on peut faire évoluer au fur et à mesure les instructions. Et puis on peut mettre ça dans un fichier qui est peut-être nommé comme le use case. Bon, ça c'est assez naturel, mais bon, je veux quand même voir ça avec vous pour que vous compreniez aussi la structure ici. Et puis ce que je fais souvent, je mets un underscore devant dans workflow. Donc si on arrive dans un certain process, on peut avoir ce fichier underscore workflow qui est tout en haut et qui permet de voir quel workflow on peut appliquer à ce genre de fichier. Donc ça, c'est assez pratique. Donc là, l'idée, c'est d'avoir vraiment, quand on voit workflow, c'est une bibliothèque de workflow, de solutions qui sont possibles avec l'IA, organisée par use case, avec des instructions, et puis un fichier pour runner ça, un bouton action. Et ensuite, là, on a forcément le versionning. Alors ça, c'est juste pour travailler en équipe, voilà, qu'on sache comment ça progresse, revenir à des versions plus stables si on se dit, ah là, ça part en vrille, ou même faire évoluer avec des branches Git. Enfin, vous pouvez faire aussi complexe que vous le souhaitez, comme du code. Et puis, on a la validation. Alors là, j'ai mis, pour le coup, dans un cursor rule ici, une petite instruction qui dit, lorsqu'on utilise un fichier d'instruction, exécute rien, attends que je te donne un run. Donc les instructions, elles sont faites pour être figées. Il n'est pas censé exécuter des trucs. Et puis sinon, on refuse toute action. Et puis, à chaque fois que tu génères un fichier, tu vas rajouter double underscore validation required. Comme ça, si j'ai un fichier qui traîne quelque part, qui a été fait par Composer par exemple, je sais que ça a été généré par l'IA et qu'il y a une validation nécessaire. Ça force en fait ce processus pour se dire, voilà, ce fichier qui traîne, je dois encore en faire quelque chose avec ou sans l'IA, mais en tout cas, il n'est pas de moi à la base. Ça, c'est juste, vous pouvez encore une fois faire ce que vous souhaitez, mais je pense que c'est un garde-fou assez simple pour pouvoir identifier rapidement ce qui a été modifié par l'IA, si jamais vous perdez la trace.
pour ceux qui n'utilisent pas Git par exemple, mais je vous encourage à le faire. Et donc maintenant on peut regarder un peu comment ça marche pour un exemple concret. Là je vais prendre l'exemple de générer un post LinkedIn par exemple. C'est un truc qu'on doit, nous pour AI Suisse, faire assez fréquemment. On a un événement, ben, on aimerait générer le post associé. On ne le fait pas nous-mêmes, enfin la plupart du temps pas. Donc là on peut imaginer, ben voilà, on a des instructions qu'on fait une fois. Donc là, voilà, ça prend toujours un peu cette forme, c'est la même qu'on avait vue la dernière fois. Donc on peut avoir par exemple un but, là ça serait générer une invitation détaillée pour un événement Brain to Brain Lab. Ça c'est juste pour vous, mais il n'est pas dans le fichier. Donc ça donne un but clair pour avoir un résultat précis. Ensuite on a l'output, alors là on peut dire, ben voilà, j'aimerais que tu crées un LinkedIn post avec le contenu dans le dossier de l'événement. Donc là on a par exemple dans AI Suisse Events, on a les Brain to Brain Lab, et puis il y a celui de la fois passée, avec le post associé. Et puis là, ben, j'aimerais peut-être créer celui pour aujourd'hui. Donc voilà, on dit, j'aimerais que voilà, ça fige quel type de fichier on va créer. Et puis les besoins, ben là j'ai fait simple, juste pour vous montrer un exemple simple. On peut dire, voilà, le format au moins il doit être cohérent avec les Brain to Brain passés, enfin les invitations passées, pour qu'il y ait une certaine cohérence. Ensuite, un style d'écriture, ben là, voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, j'ai mis professionnel, mais quand même accessible, parce qu'on veut faire large. Il faut que ça soit quand même structuré, authentique. Enfin, bref, on peut mettre ce qu'on veut. Et puis, j'aurais dû rajouter pas trop d'émoticônes, parce que je crois qu'il y en a un peu beaucoup, mais bon, voilà. J'espère que ça ne dérange pas. Et donc, avec des critères précis, ben, on n'a pas forcément de surprise sur la génération de ce qu'on crée. On le fait une fois, et voilà. Ensuite, évidemment, ce qui est super clé, c'est d'avoir les tâches. Donc ça, c'est les instructions que Composer va faire à notre place. Enfin, c'est vraiment des tâches pour l'IA. Donc ce n'est pas des tâches pour nous, on ne doit pas dire installe ci, installe ça, c'est des trucs que l'IA doit savoir faire. Et puis là, pour le coup, ben, je mets souvent la collecte des inputs. Donc dans la façon d'interagir, il va d'abord nous demander de produire au moins des informations de base sur l'événement, parce qu'il ne va pas inventer. Il faut quand même lui dire la date et ce genre de choses. Et puis des exemples de posts passés. Donc ça, c'est l'input qu'il attend. Et puis après, bah, lui, il va faire étape 2, rédaction de l'introduction et contenu principal. On peut structurer comme on veut. Je pourrais dire rédige tout d'un coup, si je voulais. Mais je pense que l'étape qui est importante, c'est de faire à la fin peut-être un contrôle qualité quand même, pour voir un peu, donner des critères de validation, si oui ou non ça passe. Donc on a un plan d'action clair, et puis après, on peut voir si les résultats, si ça satisfait les critères qu'on met. Et après, ben, on crée justement ce fichier run. Alors ça, c'est ma façon de faire, mais si vous voyez une autre plus efficace, je suis très preneur. Donc l'idée, c'est de dire en gros, ben voilà, je référence ces instructions. J'ai un fichier run qui s'appelle, ben voilà, je mets juste un titre comme ça, quand on est dessus, on sait de quoi on parle, c'est pour faire un post LinkedIn. Je référence ces instructions qui sont figées, et après, je donne juste un input, l'input attendu. Si je ne le donne pas, de toute façon, il va se plaindre et il va me le demander. Donc là, je dis juste les détails de l'événement, voilà, ils sont dans ce fichier-là. Donc j'ai créé pour cet événement-là un truc qui est comme ça. Donc ça, c'est ce que je donnerais de base, qui est juste les grandes lignes. Donc ça veut dire, bah, voilà, c'est la suite du précédent Brain to Brain Lab sur comment faire des workflows. J'aimerais passer d'un à plusieurs workflows IA, manager efficacement tout plein de workflows. Bon, j'ai pas dit grand-chose pour l'instant. Hein. Ça pourrait paraître flou, mais c'est suffisant, vous verrez. Et puis les infos pratiques, ben voilà, le 26 novembre, il y a évidemment ça, il ne peut pas l'inventer, l'adresse et puis un lien d'inscription. Et puis les prérequis, parce que ça, il ne le met pas tout seul sinon. Donc, ça, c'est l'input que je lui donne quand je run, le truc qui ne change pas. Et puis là, on peut essayer de le faire nous, voir ce que ça donne. Donc, si on a... donc, on est ici. On aimerait... Non, c'est pas encore celui-là, c'est celui ici. Ouais. Donc voilà, j'aimerais... Donc ça, c'est mon fichier d'instruction, celui-là que j'ai fait une seule fois, puis que je ne touche plus jamais. Enfin, ou très peu. Donc là, j'ai dit, ben voilà, génère une invitation détaillée pour l'événement. J'aimerais qu'il y ait ça, exactement comme on a vu avant, dans le tutoriel. Et avec le run, maintenant, je peux prendre ça. Et puis là, ben, j'ai mis pour vous que normalement, là, il faudrait mettre le lien vers les instructions. Donc on va le faire, on va mettre on va prendre les instructions, comme ça ira plus vite. Donc celui-là, on met ces instructions-là. Oups, pardon. Je ne suis pas sur Composer, évidemment. Donc, on sélectionne tout ça, puis on va avec commande I sur Composer, comme on fait souvent. Et puis, je vais peut-être l'ouvrir comme ça. Donc on copie ça juste, ici, pour lancer.
Et du coup, ben là, on peut mettre les fichiers qu'il attend. Donc il y a les instructions. Ça, vous pouvez le faire qu'une seule fois, mais voilà. Là, il y a peut-être un lien vers un événement. Donc là, on a dit, ben, c'est celui-là, les détails de l'événement. Et puis un exemple de post, ou juste on pourrait mettre même un dossier de post, mais là, on va mettre celui-là. Voilà, l'exemple passé. Ça, c'est mon fichier run. Donc j'ai copié-collé ça au composer, puis je lance. En principe, il ne doit pas se plaindre, parce qu'il a instruit de dire de se plaindre si jamais il n'a pas les informations. Ben là, voilà, il a dit, je vois que vous avez fourni les inputs nécessaires, on va lancer ce workflow-là. Donc là, maintenant, il va créer un fichier LinkedIn Post. On avait dit LinkedIn Post, mais lui, il a mis, comme on voulait, Validation Required. Donc quand on va aller voir maintenant sous l'événement pour lequel on veut créer le post, ben, on a ce truc-là. Et là, on peut voir que il n'a pas encore appliqué, mais si on regarde ici, c'est embêtant parce que normalement c'est fait pour être une fenêtre flottante, mais l'écran est un peu petite résolution. Mais disons voilà. Donc là on a ce qu'il a créé, donc si on va voir le fichier, on voit en vert tout ce qu'il a rajouté, donc il n'y avait rien, il a rajouté tout. Et on peut, si on n'est pas content, si vous regardez, c'est assez proche de ce que j'ai envoyé. Donc c'est pas... j'ai pas fait beaucoup de travail, hein, faut pas se leurrer pour ça, on n'a pas trop le temps de faire tout ça, c'est le but aussi, qu'on soit tous plus efficaces. Donc là, voilà, si vous le lisez, c'est assez proche de ce que j'aimerais comme document final. Et puis, j'ai presque rien fait. J'ai juste donné l'input un peu vague. Donc ça, c'est un peu un premier exemple de workflow, où on peut faire ça des dizaines de milliers de fois, avec un nouvel événement, en quelques secondes, si on a des instructions fiables. Je ne sais pas si c'est clair déjà un peu l'idée du truc. Évidemment que là, on fait un post, mais on peut faire ça, et je vais vous montrer après, sur du code. On peut recevoir un ticket en disant « Ah, il y a ce bug-là, j'aimerais résoudre un truc sur une base compliquée de code. » C'est le même principe. Je n'ai pas pu voir l'entièreté Oui. de la présentation qui est disponible. Oui. Ah, pardon. Alors, et puis en plus, je ne suis pas programmateur. Oui. Pas du tout. Ça facilite. Alors, vous pouvez juste expliquer en 30 secondes la différence entre Markdown et Cursor AI. Ah oui, ouais. Alors, Markdown, c'est juste que c'est un format agréable pour l'IA, pour absorber des documents texte. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, il y a du formatage avec des étoiles, ou par exemple pour définir une section, on met double dièse ou un dièse, selon les niveaux de section. Donc, c'est juste du formatage. C'est un langage de structure. C'est un langage qui définit un formatage brut, assez brut, avec des sections et puis des liens et ce genre de choses. Donc là, il va générer ça souvent comme ça, parce que on pourrait faire autre chose. On pourrait dire, génère-moi un truc qui est compatible et puis que je pourrais exporter au format Word ou ce genre de choses. Mais quand on est dans ce monde-là, on fonctionne souvent sur ça, parce que voilà, c'est quasiment un fichier de texte, sauf qu'il y a un peu de formatage. Et pour le coup, c'est compris aussi par LinkedIn souvent. Donc voilà. Et on peut toujours remettre dans un autre outil après, si jamais. C'est propre à Cursor, par exemple. Non. Non, Markdown, c'est complètement général. Non, je veux dire, parce que tu disais c'est plus compréhensible par les LLM. Oui. Ou de manière générale, toi, tu formaterais comme ça, même en dehors de Cursor. Même dans les prompts, ouais. Ouais, ok. Oui. D'accord. Il y a plein de... Enfin, toutes les astuces qui peuvent... Ça dépend de comment le modèle a été entraîné. Mais disons, en général, plutôt que de dire en majuscule, mettre un truc en majuscule, attention, ça c'est important, ou je sais pas, dans vos prompts, c'est plus intéressant de mettre une section formatée en Markdown, il va comprendre directement. Si vous mettez un dièse ou ce genre de choses, il va comprendre que c'est une section. D'ailleurs, c'est mieux parce que si vous mettez juste des paragraphes, et c'est censé être des sections, lui, il va lire ça un peu en continu, et il ne va pas forcément faire une belle scission entre les trucs. Donc, moi, quand j'écris des prompts, je mets même des balises, un peu comme en HTML, en disant ça, c'est l'input de cette nature-là et autres. Et ça, c'est très très bien compris par les modèles. Donc, voilà. Ça performe complètement différemment. Après, vous pouvez essayer de mettre vos prompts dans un optimisateur de prompts. D'ailleurs, Claude, il en a un en ligne, accessible. Et vous verrez qu'en fait, les trucs qui sont optimaux pour une certaine tâche, après, il faut définir des critères d'évaluation de ça, c'est pas des trucs lisibles par un être humain. C'est vraiment... Donc, on a tendance à penser qu'ils comprennent mieux le langage tel que nous, on comprend, mais c'est pas exactement le cas. Il y a des choses qui sont subtiles dans la façon dont on met des tokens à un certain endroit, qui le guident mieux ou pas. Et ça, soit on connaît super bien le modèle, puis on arrive, soit il faut utiliser simplement un optimisateur de prompt, si on veut vraiment affiner un truc jusqu'au bout. Mais là, on n'est pas là. Donc voilà. Ton fichier, maintenant, tu dois
valider. Alors là, si on n'est pas content d'un truc, Accepte et rejette, moi, il y a des choses qui me plaisent pas. ouais, c'est ça. Bah là, par exemple, j'aime pas le titre. On avait dit, ouais, on avait dit par exemple industrialiser, c'est pas bien. Bah, on va mettre automatisé. Là, déjà, on a toujours l'autocomplétion. On n'oublie pas qu'on est sur curseur, donc on peut faire juste tab, voilà. Et puis là, voilà, on peut changer tout ce qu'on veut. Si on change, disons, ça c'est un diff. Donc tout ce qu'il y avait avant qui est gardé, ça apparaîtra en rouge, et tout ce qu'on a rajouté, c'est en vert. Là, c'est tout en vert, donc c'est pas très intéressant, c'est de toute façon rajouté. Mais à la fin, on peut accepter, et puis voilà, le fichier, il est accepté tel quel. Et puis, on aurait juste à renommer si on voulait, parce qu'il y a toujours le validation required qui est là. Donc voilà. Ça, c'est le premier exemple, disons, de... Moi, ce que j'ai pas compris, c'est pour le valider ou annuler, et ça, c'est Ah oui. dans les CTO. Alors là, c'est dans le... les instructions, En fait, si on voulait évoluer comme ça, on est à ce niveau-là. Évidemment qu'on n'est pas toujours content directement. Donc on peut dire, je sais pas, propose-moi 10 titres. Voilà, parce que j'aime pas cela. Donc il va dire de l'artisanat, je sais pas quoi, voilà. Et puis là, il dit, maintenant, applique 10. J'aimerais plutôt le titre 10. Voilà. Et ben là, il va mettre à jour. Puis là, pour le coup, on va le voir. Donc là, voilà, il a changé le titre. Et là, on peut accepter. Donc il y a des... soit en cliquant, soit en faisant, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu embêtant de cliquer. Donc il y a commande Y pour oui et commande pour non, enfin yes, no. Et donc là, on pourrait juste mettre oui, ça me plaît, et puis voilà, le fichier il a évolué. On peut aussi continuer à travailler avec l'IA, discuter, change ça, change ci, change ça. Puis les couleurs continuent, enfin, le diff s'étoffe. Et puis on peut accepter, valider les changements au fur et à mesure. Puis on peut toujours accepter tout d'un coup si on est content. Parce que dans les instructions, tu avais ce truc spécifique qu'il fallait valider. Ouais, alors les instructions, elles sont affinées, mais plutôt pour la structure et le ton. Et puis après, dans les détails du contenu, c'est une discussion avec l'IA, qu'on a sur Composer ou autre. Si on n'est pas content un petit peu, mais qu'on veut préserver, par exemple, les changements en termes d'orthographe, de tout ça, la façon la plus simple de travailler, c'est de rester sur Composer. Et puis si on n'est pas content, on peut toujours revenir, voilà, on fait un check-out, on revient avant cette étape-là, ou on fait un check-out du tout début, et puis là, pour le coup, il n'y a plus rien. On n'a même plus le fichier. On revient juste avant tous les changements qui avaient été effectués. Donc, ouais. Je suis navré, j'ai pas vu l'introduction, donc j'ai peut-être... peu importe. Vous utilisez Composer, c'est calculé en local, mais ça part en API chez Anthropic ou quelque chose comme alors ça part pas... il y a un contrat, comme pour GitHub Copilot, qu'on peut lire en ligne. C'était aussi dans le premier, si jamais, pour les détails. Mais ça garantit en gros que les données ne sortent pas à un niveau de certification qui est voilà, comme Azure et autres. Et puis si on n'est pas satisfait de ça, on peut toujours déployer un modèle sur Azure, mais avec aussi des contrats. Et puis après, fournir sa clé API ou ce genre de choses. Dans tous les cas, Mais dans tout le cas... chez Anthropic, Non, ça dépend de... Non, il est fait sur leur modèle à eux, mais qui sont des copies d'Anthropic, pour eux, déployés pour eux. Comme on déploierait un modèle sur Azure, par exemple. Puis après, on a notre infra. Mais c'est pas en local, non. D'accord. Ouais. On avait vu qu'il y avait un mode privé aussi. C'est ça, il faut activer le mode privé, justement. Ça, c'est crucial, parce que sinon, c'est pas utilisable. Par contre, Copilot, ils n'ont pas ça. Et ça, c'est un autre avantage encore pour Cursor, c'est que Copilot, on ne peut pas désactiver s'il y a des... Je ne sais plus quelles sont exactement les conditions, mais il me semble qu'ils ont un droit de regard s'il y a un usage abusif, quelque chose comme ça. Donc s'ils voient que le prompt, c'est vraiment abusé par rapport aux terms of use qui sont proposés, ils ont le droit d'aller creuser et de regarder les données pour voir à quel point vous avez violé ou pas ces conditions. C'est un truc comme ça, il faudrait vérifier, mais en tout cas, il y a un aspect pour lequel ça tombe un peu pour les entreprises qui font attention à ça. Mais encore une fois, c'est utilisé par un grand nombre de grosses entreprises, donc c'est faisable au niveau légal, il faut juste... voilà. Je suis en train d'essayer de développer ces process-là au CHUV actuellement. J'ai présenté pour certains workflows médecins, ils ont été complètement séduits pour leur travail à eux. Maintenant, l'idée, c'est de faire avec des équipes des après-midi où ils arrivent avec leur workflow compliqué et on crée ces workflows ensemble, en fait. Donc, j'aurai aussi peut-être des cas d'usage un peu marrants. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que, pardon, une question. Ouais. Tu peux choisir aussi l'emplacement des serveurs?
Alors seulement si c'est sur ton infra, enfin si tu as choisi ton cloud et que tu fournis que l'API, oui, tu peux dire j'aimerais en Suisse, un modèle en Suisse. Si on fait ces réglages-là en amont, ouais. Voilà, ouais. Ok. Sinon, non, il n'y a pas le choix. Si c'est par défaut via leur modèle, c'est aux États-Unis. Ouais, d'accord. Mais Et ça, c'est parce que vous utilisez Cursor comme point d'entrée à ce système. Vous pouvez le faire avec d'autres fournisseurs. alors, bah, la difficulté, c'est que moi, je ne suis pas du tout lié forcément à Cursor plutôt qu'un autre. C'est juste qu'actuellement, il n'y a pas de composer, le truc qui modifie les fichiers au fur et à mesure de ce qu'on instruit, là, qu'on vient de voir. Et donc, un copilot, il ne fait pas ça. Pour moi, mes workflows, ils sont largement limités parce qu'il va me dire les changements effectués, puis après, je dois les appliquer moi. Et ça devient ingérable. Enfin, sur une codebase, c'est vraiment pas utilisable. Et je parle de codebase, mais évidemment, ça peut être comme là, fichier d'une association. Voilà, donc c'est pour vous montrer, je pense que vous voyez un peu du coup où on peut aller. Bon, je pense que pour vous pourrez essayer d'en créer, puis on pourra en discuter. J'ai mis une petite marche à suivre, enfin l'IA a mis une petite marche à suivre, avec des bonnes pratiques. Donc là, je les découvre avec vous, mais disons, il y a un peu des instructions qui sont logiques, soyez spécifiques, inclure des exemples, c'est ce qu'on avait vu aussi la toute première fois avec les LLM. Puis des critères de validation, ça c'est aussi super important. Essayez de faire aussi qu'il n'y ait pas 10 000 buts par workflow, parce qu'évidemment que ça devient plus compliqué, plus il y en a. C'est quand même assez... Déjà qu'on structure par tâche, mais si on décompose mieux pour l'IA, ça marche mieux. Donc on aura typiquement, si on fait un post LinkedIn, bah, c'est mieux de faire un autre workflow pour la newsletter, pour d'autres choses. Comme ça, vous séparez vraiment les buts, et puis c'est plus facile de manager aussi, de faire évoluer ces différentes versions en parallèle. Et voilà. Sinon, en gros, pour la maintenance, ben oui, mettre à jour, garder une trace et puis étirer, pas de problème. Maintenant, je voulais vous montrer 2-3 workflows qui pour moi sont assez utiles. Bah, celui que j'utilise beaucoup, c'est un workflow qui fait des workflows. Ça, c'est pas mal parce que sinon, on doit s'embêter à créer les instructions. On pourrait imaginer, mince, pour un nouveau truc, je dois créer ce truc workflow, puis créer mes instructions, puis créer mon run et tout ça. On peut faire un workflow qui fait ça. On peut faire un workflow qui fait le workflow qui fait le workflow. Enfin, après, si vous aimez Inception, on peut... Voilà. Mais disons, celui-là marche assez bien. Donc la façon dont ça marche, c'est je l'ai mis tout en haut, dans un niveau qui est workflow root, enfin la racine. Et on a un sous-dossier qui s'appelle factory, donc c'est juste une fabrique de workflow. Et puis là, ben, on a juste du coup des instructions qui sont assez simples. On a par exemple générer les fichiers nécessaires pour un nouveau workflow en s'inspirant de ceux existants. Voilà, rien de spécial. Si vous en avez 2-3 comme là, ben, après ça roule. Et puis là, je dis juste, ben, j'aimerais que tu les crées dans ce dossier-là avec un sous-fichier. Donc il va nous mettre dans Factory un truc qui s'appelle Generated. Comme ça, on sait lesquels ont été générés, puis on peut savoir où ils sont. Et puis le dossier d'instruction, pour l'instant, on l'appelle 1.0 parce que c'est ce qu'on aimerait pour le départ. Je lui dis de ne pas modifier de fichier existant. Bah, ça, c'est parce que j'ai l'expérience de voir s'il se plante ou pas. Et donc, en gros, il va juste nous demander à l'utilisateur des inputs qui sont la description du workflow qu'on aimerait et puis un contexte. Donc là, c'est juste pour l'accès au workflow existant, par exemple. Et puis, encore une fois, fait rien tant qu'il n'y a pas tout ça. Et les tâches, c'est très facile, c'est générer des workflows en s'inspirant des existants. Donc, il sait déjà la structure, il a accès à tout le contexte. Et la validation, bah, il doit juste voir que tu n'as pas créé un truc dans un chemin qui avait déjà des choses, peut-être, que les métadonnées sont justes, bref. On peut mettre ce qu'on veut là-dedans, mais disons, c'est assez brut et ça marche très bien comme ça. Donc après, le run, bah, c'est simple. C'est par exemple, on va copier ça dans le composer. C'est toujours l'idée du run. Donc là, on a une base, on prend ça. Voilà, il faudrait juste mettre. Donc là, j'ai mis pour gérer un ticket de support. Je ne sais pas si vous avez une autre idée. En gros, c'est créer un nouveau workflow pour quelque chose. Il y a une idée, je ne sais pas, vous avez un truc que vous voudriez voir se produire ou pour un article, ou je ne sais pas, un travail de master, tout ça. Non? Rien? Tu veux une idée? Écrire de la musique, toi, tu vas dire, ça marche pas ça. Non, mais je me disais pour envoyer des emails personnalisés de démarchage. Ouais. Parce que du coup, il faudrait aller screener le profil des gens sur Internet pour faire un truc un peu personnalisé. Ok. Envoyer des emails personnalisés de démarchage. Ouais. Mais il faudrait dire aussi
voilà, si tu veux qu'il aille chercher sur des profils, il faudrait dire où, etc. Voilà. Ouais. Donc, si tu as une source, je sais pas, Euh, ouais, sur LinkedIn. partir de profil LinkedIn, quoi. Ouais, de réseaux Ouais. sociaux en général. Bon, ça C'est donnera super. une base. Donc là, on donne comme contexte Codebase parce qu'on peut dire, ben voilà, c'est plus simple pour lui, il va pouvoir voir tous les workflows du coup, plus facilement. Et voilà, on fait ça. Donc on prend ce truc-là, on ouvre Composer. S'il n'est pas reseté, on le fait. On regarde que tout est bon. Bon là, je vais juste vérifier que ce soit le bon parce que je ne sais plus lequel j'avais mis, mais je pense que c'est bon. Et puis on a nos instructions, le Codebase il est là. Go. Codebase, c'est Codebase, c'est l'instruction qui dit, comme contexte, tu prends tout, l'entièreté de tout ce que tu as. Ça s'appelle une Codebase parce qu'on est dans un outil pour les développeurs, Ouais. mais disons, voilà. Mais c'est par rapport à ce répertoire, ou c'est tout ce qu'il a. L'entièreté de tout ce qui est ouvert là. Ok, d'accord. Donc si on veut faire un subset de ça, bah, soit il faut le spécifier, add folder et puis dire quel folder, ou alors il faut ouvrir curseur sur une autre fenêtre. Ok. Mais voilà. Codebase, c'est un mot-clé réservé de curseur, c'est ça ou c'est Ouais. Alors at, ouais, pour ceux qui n'étaient pas là, en fait le at, ça permet d'introduire du contexte. Donc, ça peut être at une certaine file, un folder, un repo Git, de la documentation, un site, un at web, c'est le genre de web, donc recherche sur le web, enfin ce genre de choses. Donc là, voilà, on peut aller voir, du coup, il a créé ça. Ils sont dans Generated, comme on avait dit. Donc là, il a créé, comme on voulait, donc un sous-dossier qui s'appelle comme le workflow, qu'on mettrait ailleurs, du coup, enfin à l'endroit où on veut avoir ce workflow. Et puis, on peut aller voir les instructions qu'il a créées. Là, il a mis un run. Je vais fermer ça, parce que c'est trop petit. Ah non, c'est bon. Je ne l'ai pas validé. Est-ce que je ne l'ai pas validé, du coup? Ouais. Fallait juste que je fasse apply. Donc on va réapplier avant de fermer. Je vais juste la bouger du coup plutôt la fenêtre. Et là, normalement, qu'est-ce qu'il a fait du coup? Il ne l'a pas appliqué. On l'avait au début, mais... Tac. Voilà. Alors le run qu'il a créé, c'est celui-là. Donc il a mis le lien aux instructions comme d'habitude. Il a dit, ben voilà, j'aimerais que tu me dises un profil cible, des templates d'email existants si tu veux, un historique des interactions. Bon, on peut enlever des trucs si on a envie. La description, c'est générer ça. Il a dit démarche en s'inspirant de templates pour une personnalisation authentique. Le contexte, c'est si jamais voilà, il y a des workflows, enfin du contenu dont s'inspirer. Donc ça, on peut modifier un peu si on veut. Et après, on peut regarder là-dedans les instructions. Attends, c'est pas celle-là du coup. Elles sont où? Ah je les ai pas appliquées, pardon. Donc elles sont ici. Ah ouais, elles sont en gris, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas été appliquées, je dois réappliquer. J'ai fait que sur un fichier, c'est pour ça. Donc là, elles sont là, voilà. Donc là, c'est bien, il a dit que c'était moi qui avais fait. Donc là, il a mis le but, l'output, qu'il a appelé comme ça si on veut. Les besoins, c'est un accès, des templates d'email en historique, un style d'écriture, il a mis un certain truc. Collecte des inputs, analyse du profil, personnalisation du message et un contrôle qualité, donc il va cocher ces cases si jamais. Bon, ça donne une base, plutôt que de partir de absolument rien, pour juste affiner ce workflow et puis le faire tourner. Ça permet de quand même raccourcir pas mal le truc de recréer tout ça en faisant copiant-coller de je sais pas où. Donc c'est juste pour montrer que voilà, on peut partir d'une page blanche assez simplement, puis après on a déjà une base, et puis là encore une fois, ça serait discussion sur Composer pour affiner ce template-là, si on voulait. Parce que ça, ouais. Parce que là, du coup, avec ce workflow, tu pourrais justement générer l'email automatiquement par rapport à un profil LinkedIn. Alors que du coup, l'autre n'a pas accès à la lecture d'un profil LinkedIn, par exemple. Alors, c'est pour ça que là, il demande... donc lui, vous pourrez aller voir dans les instructions encore du créateur de workflow. Mais disons, lui, il a instruit de ne pas faire des trucs qu'un LLM ne pourrait pas faire. Donc c'est pour ça qu'il a dit comme input qu'il a besoin d'un link. Il a besoin de savoir de où vous voulez puiser cette information.
Mais vous pourrez dire aussi, ben non, moi j'ai un script qui a déjà sorti l'information, c'est dans d'une base de données, puis il faut tirer de là. Enfin, je veux dire, c'est ça le genre de truc. En tout cas, ça donne une idée de comment structurer de base proprement. Et puis encore une fois, c'est un processus itératif. Et je pense que là, à la base, elle n'est pas très loin de ce que j'aurais validé moi. Donc, là, tu peux aussi demander directement qu'ils prennent tous les profils de tous les abonnés des iSuisse. Exact, ouais. Bah, d'ailleurs, j'en ai un autre qui est comme ça, si jamais. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Une question aussi, donc ils chopperaient tous les abonnés des iSuisse, on va leur faire une recherche LinkedIn via le... Non, alors la recherche, c'est toujours... La... La recherche, c'est un truc un peu délicat encore parce qu'on est limité par juste ce qu'ils ont mis comme connecteur, disons. Donc il y a la recherche web où potentiellement ils trouveraient tout le monde, mais pas sûr. Ou alors il faudrait mettre vraiment un par un chaque profil, parce que pour être sûr, actuellement. Les moteurs de recherche qui sont efficaces sur ça, même sur ChatGPT, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, mais quand on met @web ou un link particulier, si vous mettez juste LinkedIn puis trouvez-moi ils ne trouvent pas. Parce que le moteur de recherche ne fonctionne pas comme ça, il est probabiliste d'une certaine façon, il ne va pas être exhaustif forcément. Quand vous mentionnez l'idée d'utiliser dans une base de données que vous auriez peuplée au préalable, ouais. Vous cacheriez la base de données derrière une API, puis vous devriez donner des instructions à Claude. Il y a plein de façons de le faire. Là, ça pourrait être un tout petit script. Encore une fois, on pourrait générer les instructions pour faire ça. Donc, juste un petit script, dire fais-moi un petit script qui va chercher dans cette base de données et puis qui me met en local un petit fichier avec le nom des gens LinkedIn. Et puis, on fait tourner ça avant et on lance le workflow. Puis, on se réfère à ça, par exemple. Ça, il faut bien voir que tout le contexte d'aujourd'hui, là, c'est tout ce qu'on peut faire juste à partir de texte. C'est juste du fichier texte et puis on a des interactions avec l'IA. Il n'y a pas de code là-dedans. On n'a pas codé rien comme aller chercher du contexte ou rien. Ces workflows-là, ils peuvent être automatisés à la fin des fins. Si il y en a un qui nous plaît particulièrement, on peut le hard-coder, cette fois avec vraiment du code, donc soit en Python ou n'importe quoi, avec des librairies. Et puis après, on aurait vraiment en un clic, et puis des choses parsées proprement, avec un input parsé, enfin la programmation habituelle. Donc si on voulait faire tous ces workflows-là, mais vraiment fournir ça en tant qu'entreprise comme service, ben voilà, il faudrait les hard-coder proprement, et puis voilà. L'équivalent des fichiers d'instruction, il serait dans des prompts, enfin, voilà, des chaînes de prompts, ce genre de choses. Là, j'essaie de vous montrer qu'en fait, pour vos affaires personnelles ou n'importe quoi, pour des process d'entreprise, il y a beaucoup de choses qui ne nécessitent pas de hard-coder toutes ces choses en fait. On n'a pas besoin de payer cher une boîte qui va nous écrire le code pour faire ça. Il suffit en un fichier d'instruction, on a un workflow. Si on veut écrire un article, si on veut faire un truc, toutes ces choses-là sont extrêmement faciles à gérer. Par contre, s'il y a à aller chercher dans une base de données, bah là, il y aurait aussi des instructions, mais les instructions, ça serait « écris-moi le code pour faire ça ». Et puis là, c'est où on arrive sur le territoire du développeur, qu'on va voir un petit peu si on a le temps. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Ouais. Est-ce que tu as déjà rencontré des limites? Un exemple, il y a une présentation d'entreprise qui va comme regrouper des guidelines de cette société. Ouais. Mais du coup, nous, on a pris l'habitude de maintenant créer des formats qui sont quelque part adaptés à l'humain et à sa vision des choses. Donc, quelque chose qui va être structuré sous forme de texte, avec peut-être des images, avec peut-être des graphiques. Ouais. Et du coup, d'avoir une multitude de formats dans un document qui devrait être importé ici. Et après, on peut dire, voilà, maintenant, on va aller rechercher ces informations dedans. Tu as rencontré des problèmes avec ce genre de... Il y a un problème dans le sens où ingérer ça, c'est facile. Donc, il peut ingérer des images, pas de problème. Donc, il pourrait dire, voilà, j'ai vu que tu as ces éléments graphiques et autres. Par contre, l'output, ça serait le texte que tu dois mettre sur chaque slide et une suggestion de contenu d'image. Et tu pourrais même dire, comme on a vu la dernière fois, qu'au lieu d'une suggestion d'image, tu lui dis d'écrire un prompt pour Midjourney qui te mettra l'image. Je veux dire, le processus de mettre ça ensemble sur PowerPoint ou n'importe quoi, d'en faire une slide, ça, il n'y a pas de connecteur pour ça. Ouais. Au même titre qu'il n'y a pas de connecteur pour faire du front-end sur une app. Ça, c'est vraiment, que ce soit Adobe ou Figma ou tous ces trucs-là, là, ils ont un vrai business parce que ces trucs-là, grand public, ChatGPT, ils ne vont jamais couvrir. Et puis, des outils comme ça, ils ne permettent pas vraiment ça. Enfin, il faudrait développer ses propres connecteurs. Pour certaines choses, c'est faisable. Par exemple, pour parler à Confluence, si vous avez Confluence, je sais pas, ou des outils comme ça pour le code, ça, c'est possible. Il y a des API. Ouais. Mais pour le reste, si c'est un truc graphique ou généré, je sais pas, vous avez un truc sur SketchUp en 3D à générer, ce genre de truc. Là, c'est clairement des intégrations super fines qu'il faut faire. Et puis actuellement, on n'en est pas là parce que ça à la traîne. Les déploiements de ces choses-là,
Ils prennent du temps, ils sont affinés aux besoins utilisateurs. Enfin, donc que ce soit pour l'architecture en 3D, tous ces trucs-là, ça sera sur les plateformes spécialisées. Ouais. Et PowerPoint aussi, mais en même temps, je ne sais pas si vous avez utilisé le Copilot de PowerPoint actuellement, c'est relativement minable. Donc autant générer le contenu des slides sur ça, et puis après juste voilà, faire vos slides. Ouais. Voilà. Sa réflexion, c'est comment déconstruire toutes les habitudes qu'on a prises par rapport à toutes ces interfaces visuelles ça, pour ouais, que nous ouais. on comprenne mieux. Ouais. Et dans quelle mesure revenir en arrière, les déconstruire sous un format texte et expliquer ce qu'on aimerait voir sous un format texte pour avoir un format qui soit plus facilement gérable par ce type d'application. Et le jour où il y aura, et ça arrivera bientôt parce que les modèles vision ils sont déjà là, un truc bilatéral où on pourra régénérer des images, ben voilà, on pourra régénérer les slides, disons, où il y aura peut-être un connecteur pour PowerPoint. D'une certaine mesure, c'est assez facile à faire, même via du code. Ouais. On pourrait par exemple écrire un PDF avec le code. Donc dire écris-moi le code pour le PDF, et puis voilà. Et puis si on n'est pas content, le meilleur process, ça serait par exemple de faire générer le code HTML, aller sur un autre modèle qui est bon pour ça, genre V0, en ligne, et puis on affine un peu, et après on exporte en PDF. Ça marche bien par exemple. Enfin, c'est ce genre de process qu'il faut. Il faut un peu jongler pour ces aspects-là graphiques, actuellement, il n'y a pas le choix. Si on veut faire une image, on est obligé d'aller sur une autre plateforme qui ne sera pas connectée à ça. Mais dès le moment où on a une plateforme qui gère le code, voilà, on peut faire un peu tout jusqu'où on veut. Mais on doit être un petit peu... Pour ces aspects-là, on doit jongler. Pour les recommandations que tu as pour les instructions, c'est de toujours aller dans le dialogue, dans la fenêtre de dialogue où des fois tu hardcodes des choses à l'intérieur des instructions aussi, qu'il y a quelque chose que tu veux pas, de ces itérations en fait. Alors les itérations, c'est discussion sur Composer. C'est que ça, Moi je ne vais pas dans la fenêtre. Non, la fenêtre c'est plus... c'est pour vérifier le contenu. Bon, la fenêtre de chat c'est plus, j'ai une question un peu large, ça ne doit pas affecter mes fichiers en fait. Chaque fois que ça travaille sur des fichiers... Tu ne vas jamais dans le fichier toi-même. Si, justement, là c'est pour ça que c'est une fenêtre flottante, parce que bon, là j'ai pas la place parce que en résolution ça marche pas, mais normalement c'est dans un petit coin de l'écran, ou un autre écran si vous avez deux écrans, et du coup il y a cette discussion qui se passe sur un truc, et vous avez le diff en live sur le fichier que vous modifiez. Ouais, ok. Ouais. Donc c'est ça. Comme on a vu là, mais c'est juste que je peux pas le montrer bien parce qu'il n'y a pas la place sur l'écran. Donc voilà. Du coup, question jusque-là. Donc ça vous permet de jump-starter des process en fait, des workflows. Et je voulais vous montrer, il y a eu juste, je ne sais pas lesquels vous intéressent le plus, selon le temps. Vous préférez couper un peu sur les bières ou à voir. J'avais encore un cas que je vous ai mis, c'est faire des réponses à des commentaires sur LinkedIn. Ça, c'est un truc que j'utilise pas mal aussi. Désolé, je ne réponds pas toujours moi. Mais disons, on peut donner le fil d'activité en cours et puis dire identifie ceux qui n'ont pas de réponse et puis générer des options de réponse. Donc moi, j'aime bien avoir des options. Je lui dis, donne-moi 5 réponses par truc. Et puis, d'ailleurs, j'ai pris un post dans l'exemple où toi, Cédric, tu es dedans. Peut-être qu'on peut le faire, mais juste rapidement. Donc là, l'idée, ça serait, j'ai aussi des instructions sur les inputs, c'est le lien post, puis le lien vers la personne qui répond, donc c'est moi. Et puis en gros, évaluer le ton par rapport à la personne selon ses posts précédents, et puis rédiger 5 réponses possibles, quelque chose comme ça. Rien de spécial. Donc on peut faire ça, et là, je dois juste un petit peu travailler sur ça parce que j'ai pas tout mis pour le tutoriel, mais donc si je passe ici et je copie, là on va donner les instructions comme on a fait avant, qui sont là. On va donner, alors là, du coup, j'avais mis un post récent sur ma boîte. Comme ça, pas ça, je fais de la pub un peu. Parce que quand même, pourquoi pas. Et puis, justement, mon fil d'activité à moi. Normalement. Normalement, il n'a pas accès à tes... Comment ? Alors là, il se plaint, il manque un truc. Le contenu du post. Une autre notification. Comment ? Il demande une autre notification pour aller sur LinkedIn. Parce que lui, il a pas c'est juste que... Il n'a pas accès à LinkedIn, enfin, code récente activité. Oh, il n'y a pas non, accès. il l'a, mais en fait, je pense que je suis pas
loguer. J'ai pas de token ou je sais pas. Je dois juste peut-être réactiver, je sais pas. On va essayer. Voilà. On va voir si ça marche. Ou peut-être le lien est pas bon, hein, c'est possible aussi. Non, non, mais ça marche, c'est sûr. J'ai déjà fait plein de fois, donc on va juste prendre le bon lien peut-être. Alors, j'avais quoi du coup? Celui-ci. Je vais juste regarder s'il passe. Non. Ouais, du coup, c'est un problème de lien. Bon, enfin, est-ce que vous voulez que je le cherche? Ouais, peut-être ça vaut pas le coup maintenant, mais... Ouais. En gros, il suffit que tu aies une session ouverte où tu es déjà authentifié. Non, c'est pas ça, c'est le lien qui marchait pas. Non, je n'arrive pas à comprendre comment il peut avoir accès à ton Parce que je suis logué sur LinkedIn. C'est ça, tu as une session ouverte où tu es Il faut par contre se connecter une fois, oui, ça c'est sûr. Parce que ça passe par un appel web sur le même ordi en fait. Donc là, je pense que c'est celui-là, ouais. On va juste essayer quand même parce que juste pour voir ce que ça fait. Mince, je n'ai pas cliqué bien. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Voilà. Ok, top. Donc ça devrait mieux aller déjà. Ah oui, pardon. C'est bien d'être beaucoup. Voilà. Bon là, ça devrait peut-être marcher du coup. Parce que l'autre link a l'air bien. Ouais, c'est bizarre. Mais je pense qu'il est pas... Bon, je l'ai fait juste avant, donc faudra jouer avec vos posts à vous, mais ça marche, normalement. Je pense que j'ai pas le bon lien, c'est tout. Mais... Juste essayer de voir si ça s'ouvre, si je fais ça. Le curseur, il travaille avec n'importe lequel de tes browsers. Je vois qu'on a en tout cas 3 là, de browsers différents. Donc, comment il va ça? Non, ça c'est vraiment pas comme ça, je vous promets, mais après, voilà, c'est... Je sais pas pourquoi. Ça doit être l'autre lien qui est plus actif du coup, mais... je vais essayer encore celui-ci, juste pour être sûr. Non, bah, le premier, il change rien en fait. Parce que quand tu copies un lien, il t'ajoute arrobas de base, c'est pour ça. Alors là, est-ce que celui-là marche? Ouais. Cool. Du coup, normalement, si ça marche pas, c'est que... Il y a un autre truc dans le workflow qui marchait qu'une fois, parce que j'ai essayé qu'une fois, mais bon. Peut-être qu'il fallait le réactiver. Ah voilà, c'est bon. Ah non. Ouais, alors là, il se plaint juste à propos du deuxième. Bon, bref. Je le débuggerai, puis je vous le mettrai actualisé. Mais disons, le but, après, ça va générer les réponses à chaque personne vraiment proprement. Le deuxième point, il est intéressant, c'est toi qui l'avais dit dans les instructions. Lequel? Là, quand il dit en deux, quelques exemples pour comprendre ton style. Alors ça, c'est mes inputs. Lui, il a instruit de rien faire s'il n'a pas ça. Ouais, donc c'est ça. Bon. Il va écrire après dans LinkedIn ou il s'arrête à vous suggérer? Ah non, non, il peut pas faire ça. Ouais. Ça, c'est via API, ça serait une intégration. Okay. C'est ce genre de choses où là, ça reste manuel. Voilà. Et puis, je voulais montrer quand même un workflow sur du code pour ceux qui font ça. Donc là, j'ai juste copié la librairie LangChain localement, qui est celle qu'on utilise pour les LLM en Python, enfin une des principales. Et puis on peut imaginer que voilà, on a des instructions qui sont de ce type-là, où on a analysé un ticket d'un projet. Donc là, c'est sur GitHub, par exemple, il y a la liste des bugs qui sont en cours. Et puis on aimerait générer des instructions claires pour le résoudre sans modifier encore le code source. Donc là, c'est un truc d'une autre nature encore, c'est un workflow qui va créer des instructions. C'est pas un qui crée des workflows, ni qui répond à un truc, mais qui crée des instructions. Donc là, je lui dis, voilà, collecte l'URL du ticket. Donc un ticket, c'est encore une fois une documentation d'un bug. Fait une analyse technique pour voir toutes les implications en termes de code, fait des propositions d'implémentation. Là, j'aime bien en avoir plusieurs, comme ça je vois un peu les différentes possibilités. En termes d'architecture, aussi de détailler quels sont les avantages et inconvénients de ces changements.
recommander une approche de son point de vue à lui, et puis des instructions de contribution à écrire. Donc c'est ce fichier-là qu'il faudrait après faire tourner sur Composer pour cette fois résoudre le problème. Donc c'est en gros, là, ça vous aide à rédiger les instructions pour ce problème-là, à partir d'un ticket. Ça, c'est ce que je fais tout le temps, parce que c'est pourquoi pas. Et là, donc les instructions, c'est comme ça. On va voir ce qu'il fait. Donc, si on met tout ça là-dedans... Ah, j'ai encore ça. Je sais pas pourquoi il n'est pas fait. Voilà. On met là-dedans, donc là, je dois juste remplacer ces trucs-là, mais vous avez compris l'idée. Donc, on a des instructions. Là, il faut trouver un lien vers un bug. Alors, j'ai pris ce numéro-là, c'est pas très important. Ah, mais je sais pourquoi il y avait un problème. C'est qu'il y avait l'étoile, en fait, dans le lien avant. J'ai laissé l'étoile à la fin, je pense. Je me souviens maintenant. Bref. Enfin, on va pas le refaire, mais voilà. Je pense que c'était ça le problème. Donc là, il y a le code. Alors, le code, je l'ai mis là-dedans. Donc, on va le mettre... il est ici, dans le repository LongChain. Donc, on le met là. Donc là, il va avoir toute la codebase actuelle. C'est évidemment celle qu'on a clonée. Donc, si c'était en cours, il faudrait juste updater ça. Et les guidelines, bah là, c'est juste pour qu'ils sachent un peu contribuer à cette librairie. Donc cette fois, je ne vais pas prendre l'étoile. Voilà. Et un template, bah, ça c'est juste parce que j'aimerais mes instructions, je sais comment les faire. Si on ne fait pas ça, ça part vraiment en vrille. Donc là, le template d'instruction pour nous, c'est celui qu'on a vu la dernière fois, qui est là. Donc c'est en gros, ça dit que c'est un fichier d'instruction qui doit être rédigé comme un prompt, qui détaille tout le nécessaire pour un LLM. Les grandes lignes que le LLM devra accomplir, les exigences, expliquer au LLM, ce genre de choses, puis des tâches pour le LLM. Ça, c'est le template de base que vous pouvez utiliser tel quel. Et si on le met là, du coup, comme contexte aussi, on run ça. Ben là, normalement, il a tout ce qu'il faut. Donc, il va aller lire ces pages-là, il va regarder la codebase. Bon, ça, il a déjà pré-indexé, donc il a accès directement à LongChain. Et il va faire, normalement, ces trucs-là. Ah mince, je l'ai bloqué. Ouais. Je vais juste le réappliquer. Voilà. Bon, vous pouvez toujours ouvrir ce tableau-là pour voir ce qu'il fait. Donc le panel de Composer, juste pour voir en live ce qu'il est en train de créer. Donc là, il y a... J'étais en train de réappliquer, donc on va le faire après. Ah bah il est là. Juste une question, quand tu mets tes instructions, puis tu mets en majuscule, ne fais pas quelque chose avant que je t'ai dit et tout, ça a un impact de mettre en majuscule? Oui. C'est juste pour plus de clarité. Non, non, ça a un impact, ouais. C'est vraiment parsé tel quel. Donc, comme au même titre qu'il peut voir toutes les sections et tout en Markdown, majuscule, il comprend que c'est un truc qui est spécial. Plus important. Qui est plus important. Mais si tu le mettais en minuscule, il essayerait quand même de... Non, il le ferait aussi, mais juste moins bien. Et quand il voit une majuscule, enfin, au même titre qu'il a vu dans plein de textes que c'était une instruction différente, il va le traiter un peu différemment. Okay. Ça, c'est des petits trucs. Je me suis planté dans la façon dont j'ai vu ces trucs-là, mais bon. Bon, voilà, donc là, ça, c'est l'analyse technique. Donc, il dit le code, principalement, il va toucher ça. Voilà les contraintes. Il va faire des propositions d'implémentation avec des avantages à chaque fois, puis une estimation de complexité, avec normalement à la fin une proposition de ce qui est le mieux. Donc là, si on revient ici, à la fin, il a mis recommandation, option 1, voilà, pour ces raisons-là. C'est toujours pratique à avoir. Et puis à la fin, bah, les instructions générées pour le faire. Donc là, il va mettre des exemples, corriger le bug dans l'intégration. On va peut-être... voilà. Donc il faut modifier ça, ajouter des tests, documenter, ça c'est le respect des guidelines. Je lui ai dit spécifiquement, ça je fais souvent, que s'il y a une étape dans les tâches à faire pour réaliser tout ça qui est faisable que par un humain, ben il l'entoure de ça. Donc cette partie-là, la tâche 1, préparer l'environnement, ben, il ne va pas le faire pour vous. Par contre, je lui ai dit aussi de dire comment le faire. Donc maintenant, je sais que si je dois commencer, ben, je dois cloner LongChain, enfin, dans l'état actuel, disons, et puis installer des dépendances, bref. Ça permet de juste... enfin, vous comprenez. Ça, non, il ne peut pas exécuter les commandes pour nous. Donc ça, c'est... Voilà. Un jour, peut-être. Si on lui donne accès... Moi, j'aimerais pas trop qu'il ait accès au terminal, pour être honnête. Pas dans l'état actuel.
Mais donc, voilà, disons, enfin, vous voyez, c'est quand même relativement simple. Et le truc, c'est qu'il est aussi instruit, à chaque fois qu'il y a un humain, de demander. Donc si on est sur Composer puis que c'est une étape humaine, il va dire bah, je fais rien tant que tu m'as pas fait ça. Et voilà. C'est une sorte de co-création où les étapes humaines, bah, c'est l'humain qui fait. Et du coup, ben là, normalement, si on fait ça, ben, on a résolu le bug. Il faut créer une branche, etc. Faire un pull request avec la mention, la description. Là, on pourrait dire, moi, ça m'embête de documenter mon pull request. Crée cette documentation pour moi. Puis voilà, il va le faire mieux que moi je l'aurais fait. Ça, c'est assuré parce que je ne suis pas très bon sur ce truc-là. Et puis après, s'assurer que tout passe. Bon, il y a des critères de validation, là, c'est humain du coup, mais vous vous imaginez un petit peu la vitesse de résolution d'un problème si on travaille avec ce genre de choses. Chaque fois qu'il y a un ticket arrive ou une proposition de feature ou autre, j'ai 5, ou je pourrais en avoir 10, propositions d'architecture. J'ai accès à, une fois qu'il y a les instructions sur comment faire ça, quel est le bug et tout, je peux facilement dire, génère mes user requirements, mes validations, mes design specs, tous les trucs qu'on doit faire pour une entreprise, je les génère en un clic, entre guillemets. Enfin, je dis juste à Composer, crée-moi ça. Évidemment, qu'en entreprise, j'ai aussi mes workflows pour générer ces documents. Mais du coup, tout ça, c'est fait seul. C'est de la relecture, un petit peu d'interaction avec l'IA. Et il n'y a plus la charge mentale, en fait, de faire tout ça. Donc, une fois que vous avez fait proprement une fois ce genre de choses, générer des instructions pour un bug ou générer un générateur de workflow, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. C'est juste, puis vous pouvez mettre des fichiers workflow partout dans votre base de données pour faire diverses choses. Alors, du coup, ça demande que vous avez une chose sur Supergranary, ça demande que vous ayez des test cases, il faut que le contexte soit béton. En fait. Il faut que le contexte soit béton, mais disons, ça donne une base et après, on peut dire, on change le code. Et puis après, on lui dit maintenant, au vu des changements, update mes instructions. Par exemple, on peut faire ça. Ou alors, on s'en fiche, puis on dit juste, tu m'as mis sur la bonne piste, maintenant je finis à la main. Puis à la fin, par contre, tu pourras m'aider pour générer la documentation. C'est ce genre de choses. Ça à bout de définir un peu la granularité. Et puis, si vous voulez, plus humain, plus IA. Avec les limites que là, ce qui est humain comme ça, c'est humain. Ça, c'est obligé. C'est quoi les limites de contexte en termes de codebase? C'est énorme, c'est 200 000 tokens. 200 000 tokens, c'est, je sais pas, c'est la codebase de Google, quoi, j'en sais rien. C'est même, je pense que c'est même plus que ça, mais bref, c'est gigantesque. Enfin, vous absorbez facilement un repo entier. Donc voilà. Et puis, si jamais c'est pas le cas, on peut lui dire, si c'est plus gros, il va quand même le faire, il va quand même préindexer. Donc on peut lui dire, identifie quels sont les dossiers où il y aurait des changements, puis on donne ça comme contexte. Une fois qu'il a ciblé un peu, on peut lui dire que maintenant tu prends juste ce contexte-là, un dossier spécifique qui est impacté, puis comme ça, tout rentre dans la fenêtre. C'est ce genre de jeu. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc ou ça commence à se préciser. Donc le but de faire ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est un peu de pouvoir faire ça. Il y a le fichier d'instruction, c'est extrêmement puissant pour guider l'IA proprement. Maintenant, avec ça, on peut écrire pour nous les fichiers d'instruction en quelques lignes, vous l'avez vu. On peut faire des workflows structurés pour plein de process. Et à la fin, on n'a pas besoin de demander à une entreprise de nous faire le code pour ça. On peut se débrouiller facilement pour la plupart des process. On peut mettre ça en place sur un drive partagé pour une équipe. N'importe qui arrive et sait faire tourner le workflow. Si jamais il ne se souvient plus des inputs, de toute façon, ils sont demandés. Et puis, encore une fois, ça, c'est ma méthode. Si vous voulez qu'il demande d'autres questions, qu'il vous rappelle, donnez-moi votre password, parce que je veux savoir quel développeur est sur le code. Enfin, j'en sais rien, vous pouvez être aussi fou que ce que vous voulez, mais ça permet quand même d'accélérer grandement, parce qu'il suffit d'aller sur Composer, de copier-coller un petit run, et le reste suit. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais dire. Il y a un tutoriel qui va un peu plus en profondeur que je n'ai pas fini de lire avec vous. Mais je suis sûr que l'IA fait très bien ça. Et puis justement, vous pourrez jouer avec ces choses-là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ça sera partagé après. Ouais, alors je vais vous donner l'entièreté du code. C'est l'accès au web, en fait, j'ai pas forcément tout pigé parce que je me pose la question, c'est qu'en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il accède au web en local, enfin sur ton ordi. Et donc, ce que je comprends, c'est que les résultats, c'est ça qu'ils vont envoyer après au LLM. Alors, accès au web, il va aller parser. Par exemple, dans tes récentes activités de
Il va aller regarder, il va charger la page avec code HTML, il va sortir les éléments. Et puis il y a un parseur de ça. On pourrait le faire à la main aussi, il y a des librairies qui font ça. Beautiful Soup, je sais pas, plein de trucs sur Python. On pourrait même demander qu'il écrive le code si on veut aller plus finement puis explorer tout le site. Parce que lui, il ne va pas le faire. C'est du parsing un peu sommaire. Ils ne veulent pas aller profondément dans des sites pour rien. C'est des ressources perdues. Donc, disons, lui, il va vraiment voir le code et puis sortir les éléments importants. C'est ça qu'il va faire, le code HTML, une page. Et si on lui donne... Alors ça, on avait vu là aussi la dernière fois que si on donnait une mention add doc, on peut fournir un site. Donc là, il va parser plus loin. Mais je ne le ferai pas pour tout parce que, à moins que c'est vraiment un truc crucial, par exemple le site d'une boîte, de notre boîte, puis qu'on veut vraiment être sûr que cette fois tout le contenu est toujours là. On veut itérer par exemple en contenu sur un site d'une boîte. On pourrait mettre le add doc où là, cette fois, c'est l'URL du site et il a le droit d'aller explorer. Parce que Cursor le fait. Sinon, il faut faire un script qui va parser le contenu, chaque jour par exemple, avec un cron ou quelque chose qui le fait chaque jour, et updater un certain fichier de contexte. Évidemment, quand on touche à ces choses-là, c'est aussi ce que j'ai mis, et ça d'ailleurs j'aimerais juste vous le dire, parce que normalement il a écrit une section sur ça aussi. Ça doit être vers la fin. Donc en fait, alors là il y a les exemples de workflow, et voilà. Donc là, comme on a dit, c'est des workflows textuels surtout. Et à mesure qu'on se rapproche, donc ça couvre la plupart des cas pour les usages dont on parlait, générer des emails, faire des process, faire de la documentation pour un QMS, toutes ces choses. Ça couvre très bien. Mais, je ne sais pas, par exemple, là j'ai donné l'exemple d'avocat. Si on veut faire des actes juridiques, ça c'est un truc, on sait à peu près ce qu'on aimerait utiliser, la structure à donner, mais après il faut aller chercher dans les textes de loi. Ça, il ne les aura pas. C'est payant en plus, donc ça n'a pas de sens. Et c'est là où on peut avoir un outil, soit qui va loader les textes de loi pour qu'ils soient accessibles via une database à nous, puis on crée les connexions, ça serait le moins cher, disons. Ou alors, on dit, je paye une entreprise qui va faire cette intégration et les workflows ils sont hardcodés avec une interface qui me plaira ou pas, mais qui ne sera pas flexible du coup. Si ça ne me plaît pas, si je veux sortir de ce contexte puis faire un acte qui est un peu différent, je devrais appeler l'entreprise, redéfinir des specs et puis m'accorder pour qu'ils travaillent assez vite pour mes besoins. Donc c'est un peu ce genre de choses. Donc la flexibilité par rapport à ça, moi, je ne l'ai pas entièrement parce que quasiment tout ce que je fais c'est faisable sur ça. Mais quand on développe un produit, par exemple nous on développe un produit qui est une plateforme santé, évidemment sur la plateforme santé c'est pas des workflows comme ça qu'on va proposer, donc ça c'est automatisé évidemment. Mais je pense que pour les utilisateurs, si vous êtes un peu développeur et un petit peu jonglé avec ces formats, c'est vraiment très très puissant de le faire par là. Enfin, je n'ai pas rencontré de cas d'usage vraiment, à moins qu'on manipule des choses comme design 3D, ce genre de choses. Pour moi, ce n'est pas le cas. Et donc là, je disais juste, si jamais, donc là, ce que ça fait, c'est ces workflows-là, c'est conversation naturelle avec l'IA, on peut les mettre en place rapidement, c'est accessible à tous, c'est parfait pour toutes les tâches quotidiennes, etc. Donc tout ce qu'on ferait sur ChatGPT et plus. Mais c'est limité pour l'automatisation fine avec des databases et tout ce genre de choses. Donc là, évidemment, que si on avait des workflows programmés, donc codés en Python ou autre langage, avec des bibliothèques spécialisées, là, ce serait automatisation totale possible, mais sans flexibilité. Donc on peut vite ajuster le prompt, enfin, sauf si on est les créateurs. Et puis là, ça nécessite pour le coup carrément des compétences techniques fines. Donc là, c'est vraiment un développeur d'IA générative, quelqu'un qui est spécialisé et qui pourrait le faire. Avec toute une batterie d'implications qu'on aura l'occasion de discuter dans des prochains Brain to Brain, mais une fois qu'on aura fermé ce chapitre. Et donc, je voulais juste vous dire rapidement comment je ferais si maintenant vous rencontrez un workflow comme ça. Je commencerai comme d'habitude, je crée d'abord un fichier d'instruction avec un workflow qui fait ça, peut-être, pour sa facilité, donc en donnant le template. Et puis après, on co-crée avec Composer, donc on affine ses instructions, on dit non, ça j'aime pas, voilà, etc. Et après, on lance ça. Et puis, ça nous fournira le code. Si jamais on a mis des instructions pour Cursor de nous expliquer, on avait fait la dernière fois aussi d'avoir ces règles de Cursor qui permettent de transformer Cursor en assistant de programmation, il nous expliquera, il nous dira, voilà, ça il faut faire tourner sur Docker. Docker c'est un gestionnaire de containers, et puis ça fait ça et ça, et puis vous pourrez apprendre au fur et à mesure. Il va vous guider. Alors ça sera plus difficile de débugger si c'est un truc complexe, parce qu'évidemment les petits automatismes vous ne les aurez pas, mais en tout cas c'est possible de s'en sortir, de faire tourner une app si on n'a rien,
J'ai déjà vu ça. Mais je ne conseille pas, évidemment. C'est mieux d'avoir une formation de peut-être quelques mois de programmation pour avoir les bases, et après vous co-apprenez avec l'IA. Aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens. Désolé pour ceux qui sont passés dans des masters de programmation entièrement, mais je pense que ça a peu de sens aujourd'hui de faire ça, vu que le langage, il se fait à notre place. Ce qui est important, c'est comment résoudre le problème. Alors là, pour le coup, en computer science, il y a énormément de ça. Mais je veux dire, c'est comment articuler le problème, c'est ça qui est difficile. Mais c'est toujours le même problème, parce que dans une entreprise, si on veut même dire pour des process d'audit ou autre ce qu'on a fait, on doit de toute façon documenter ce qu'on fait. Donc voilà, ça overlap pas tellement. En fait. Enfin, c'est pas redondant par rapport à ce qui se fait habituellement. Mais même pour une famille, pour le coup, moi j'ai des workflows, j'ai ma knowledge base qui est entièrement en Markdown avec une interface Obsidian. J'ai mes workflows dedans, que si j'ouvre sur Cursor, j'ai tous mes workflows. Donc si je dis génère-moi du contenu sur la base de toutes mes idées que j'ai toujours accumulées au fil des années, ben, je peux. Je sais les contextes de tous les projets parce que c'est tout dans ces notes. C'est extrêmement puissant pour proposer des choses. Parce que dès le moment où il y a ce contexte qu'on ne peut pas juste réécrire à chaque fois, ou rejoindre des choses à ChatGPT, la connaissance de toute votre vie, si vous centralisez ça, il l'a. Il peut générer des trucs qui sont exactement dans le ton que moi je souhaiterais, parce qu'il a vu tous mes écrits depuis la nuit des temps. Il y a même ma thèse dedans, donc voilà, c'est juste pour essayer d'encourager, en fait, je pense, centraliser toutes ces choses, que ça soit visible du coup dans un drive ou quelque chose comme ça, parce que si vous en avez des multiples, ça ne marche pas, en tout cas pas sur ça. Et essayer d'industrialiser, de structurer vos process pour que ce soit en partie automatisé. C'est relativement straightforward une fois qu'on l'a fait une fois. Quoi. Ça vaut la peine de s'intéresser au format Markdown parce que WhatsApp, quand on veut mettre du gras ou des choses comme ça devient de plus en plus en fait dans nos applications jour par jour en fait. WhatsApp, quand on veut mettre en gras, mais c'est ça. C'est vraiment le format. L'outil Notion qui est utilisé énormément, de plus en plus, c'est aussi Markdown. Ouais. Donc, ça, je pense qu'il ne faut pas se cristalliser là-dessus parce qu'au final, Markdown, c'est quoi? Il y a un dièse pour des sections, il y a des petites étoiles pour mettre en gras. On peut s'arrêter là. Après, c'est juste des paragraphes, on met des espaces. Donc, voilà. Ça, j'encouragerais même, si vous êtes sur ChatGPT, d'écrire comme ça. Parce que comme ça, il sait exactement quelles sont les sections. Voilà, donc j'ai mis à la fin un glossaire pour ceux qui ne sont pas trop de ce monde-là. Disons, il y a quelques termes clés, enfin, vous verrez. Et puis voilà. Copyright, ça c'est vous qui avez instruit ou c'est vous qui... Ça c'est moi, ouais. Ouais. Bref. Merci. J'espère que ça sera utile. Moi, j'aimerais bien aussi, si jamais il y en a d'entre vous qui s'essayent à ça, de voir s'il y a des workflows plus simples. Pour l'instant, je ne les vois pas, mais ça pourrait. Hein. Donc, voilà. Si jamais vous trouvez des raccourcis là-dedans, pour encore gagner du temps. Ouais. Justement, comme on discutait avant, moi je suis au milieu de monter une app, et puis je n'ai pas encore utilisé cette approche-là, mais du coup, ce que j'aimerais bien, c'est me greffer par rapport au code existant, et l'utiliser comme outil finalement d'audit, de revue, et comme ça. Et finalement, je peux utiliser à peu près la même procédure. C'est exactement la même chose, sauf qu'on part d'une code base existante. Donc, on va faire un fichier d'instruction qui sera plutôt du type. J'aimerais faire. Moi, ce que je ferais d'abord, c'est faire un assessment, donc des instructions d'assessment complet. Tu dis, tu fais le créateur d'instruction, puis tu l'instruis de dire j'ai cette code base, je ne suis pas trop sûr, j'aimerais qu'il y ait une révision complète de ça. Donc, il va te dire il va te faire un truc vraiment pas mal, à mon avis, sur comment valider ça, puis assesser si l'architecture est bonne. Donc après, tu as ce fichier d'instruction à juste faire tourner pour voir quelles sont les limitations de ton code. Après, tu récupères tous ces éléments, tu les mets dans les prochaines instructions pour tes nouvelles features, comment faire évoluer le code. Et puis après, tu itères. Au fur et à mesure des tickets que tu crées pour une nouvelle feature ou autre, tu fais le fichier d'instruction qui va avec. Et voilà. Puis après, en fait, tu crées toi-même, tu l'instruis de créer tes tickets, puis après tu utilises ce que tu as fait avec les tickets. Voilà, tu te dis décompose déjà en blocs. Puis après, tu utilises le générateur pour chacun de ces trucs, tu crées un ticket, tu fais un workflow qui te permet de le documenter, tout ça. Tu peux aller assez vite en faisant ça, en fait. Après, la question que je me demande, c'est si est-ce qu'on gagne du temps par rapport à redémarrer de zéro, en l'occurrence.
Mais ça doit dépendre, ça dépend de à quel point tu es bon de base. Ouais. Voilà, ouais. Si tu n'es pas loin de la vérité, ça, tu vas gagner énormément de temps. Ouais. Par contre, si tu ne sais pas du tout comment faire, quelqu'un qui n'a jamais fait une app qui doit faire ça, alors là, les options, et puis il faudrait aussi lui demander en termes de coût, de maintien, taille de communauté, est-ce que j'utilise Java, est-ce que j'utilise... Enfin voilà, quelqu'un qui ne sait rien du tout de tout ça. Si on est un CEO aujourd'hui et qu'on a une idée, on peut faire tout ça tout seul quasiment. Et à la fin, une fois qu'on est vraiment, on rencontre une barrière, on dit je prends un développeur et puis il me finira cette partie-là. Mais on peut déjà faire un état des lieux de ce dont on a besoin ou pas, avoir une estimation un peu de à quel point ça tiendra la route. Il n'y a aucun problème avec tout ça. Il faut juste savoir l'utiliser un peu. Et pareil, si on veut écrire un livre, ou ouais, vous avez compris quoi, c'est pas du tout limité à du code. Dans les bases et dans les objets que tu vas rajouter pour que tu puisses se constituer dans le message, tu peux mettre tous les formats de fichiers possibles de méthode. Tu peux mettre du Excel, n'importe quoi. Alors non, il y a des formats qui sont pas... parce qu'il y a toujours un parsing, il doit comprendre en fait ce format, de savoir ce qu'il représente. Donc si c'est... Tu pourrais faire comme on a fait par exemple, comme tu as fait par exemple pour LinkedIn, ouvrir une app que tu as sur ton PC et se dire ok, ça je l'ouvre avec telle app. Alors il faudrait soit prendre la feuille Excel, l'exporter en CSV par exemple, ça il comprend bien. Mais oui. Mais le truc c'est que c'est pas un bloqueur pour ceux qui codent souvent, parce qu'on pourrait faire un script qui fait ça. Enfin, je veux dire, par contre, c'est une étape en plus, mais c'est une étape en plus. C'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est être sur ChatGPT, avoir le connecteur peut-être. Il y a Entropy qui dit on a fait un truc qui absorbe ces documents Adobe et puis Excel et tout. Et après, on se retrouve avec le contexte de ça, et on fait quoi? On fait des prompts vagues, et puis donc ça marche plus. Donc les connecteurs ne sont pas la pièce clé là-dedans, c'est plutôt l'inverse. Donc peut-être qu'il faut faire un copier-coller. Les PDF, par exemple, j'avais parlé une fois que les PDF n'étaient pas supportés. Maintenant, c'est plus le cas, parce que Claude a évolué, puis il absorbe le PDF. Donc si on prend, ils ont fait cette intégration. Donc au fur et à mesure qu'on avance, les connecteurs ils vont s'étoffer de toute façon, parce que les programmeurs ils veulent aussi ingérer des Excel ou d'autres trucs. Voilà, pour l'instant on fait un petit peu un détour s'il y a besoin, mais à terme... Pour tout, tu pourrais demander qu'il te génère un script qui te permet Exactement. D'ouvrir un Excel, de sortir tout ça en CSV tout seul. Exactement, ouais, donc si on sait un petit peu utiliser ces trucs-là, c'est 3 fois rien. D'accord, il y a juste un petit script à rajouter. C'est ça l'avantage d'être là-dessus, c'est qu'on a cette flexibilité. Si on sait coder, le monde est ouvert. On peut coder les trucs de demain, les plateformes qui n'existent pas. Enfin, on peut définir des nouveaux standards, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, ces connecteurs, pour moi, c'est un non-problème, mais évidemment que c'est avec des yeux de développeur. Ouais. J'ai une question un peu rapide. Je ne suis pas un utilisateur encore avancé, mais j'ai vu qu'avec Langchain, on peut donc faire consommer un LLM une série d'outils qui sont derrière des API, modulo qu'on lui donne une documentation, que le LLM sache comment appeler chacun des outils et ce qu'il peut en faire. Ouais. Est-ce que cette logique s'applique aussi ici? Est-ce qu'on peut mettre curseur devant le tas de YAML qui décrivent une API que j'aurais développée pour que je puisse exposer l'occurrence composer à oui, bien sûr, un métier que j'ai fait? Ça, c'est un cas d'usage pour lequel il est conçu. Donc tout ce qui est, par exemple, moi ce que je déteste faire, par exemple, c'est documenter, faire écrire les tests et faire de l'infrastructure as code. Donc si j'ai déployé, par exemple, sur Azure quelque chose, de retransformer ça en code qui décrit ce que j'ai déployé, je déteste ça. C'est super chiant, il y a plein de YAML, et puis si on fait avec Terra, Grunt, au-dessus de Terraform et plein d'autres trucs, c'est simple, mais c'est quand même laborieux. Bah là, c'est génial pour ça. Parce que ça, du coup, les raccourcis, ça défile. C'est vraiment, on va chercher le truc sur Azure, on le copie-colle, et puis il adapte. On regarde que ça marche bien avec le diff, et tout se passe bien. On n'a pas besoin d'aller chercher, j'ai une ligne là dans tout ce tas, je ne sais plus laquelle. C'est vraiment un truc à débugger, c'est un enfer total. Tandis que si un LLM, rien que donner ça, est-ce que cette base de mon code Terraform est cohérente? Juste ça. C'est sacrément puissant pour débugger. Après il va dire non, cette référence elle n'est pas bonne. Voilà. Gagner 2 jours de travail peut-être. C'est ce genre de choses. J'encourage en tout cas, moi, vu que ça va aller que dans cette direction-là, pour tout le monde, tous dans tous nos métiers. Il n'y a pas de point de retour, à moins qu'il y ait un désastre écologique puis qu'on décide de limiter l'IA pour tout le monde, ce qui est possible d'ailleurs, mais
Donc ces choses-là, voilà, autant les utiliser, être un one-man show pour son job ou son équipe, de pouvoir faire beaucoup plus rapidement. Et pour le bien de la société, si on peut. Quoi. S'il y a des trucs qui manquent, des teams qui manquent, qui ont besoin d'un codeur, peut-être on peut demander à quelqu'un Exactement. ce tout team qui manque et puis gérer tout le reste. Et puis même mieux, on peut arriver en disant, moi, je suis pas codeur, mais j'ai déjà identifié tout ça tout seul. Puis tu lui donnes le document avec tous les trucs que l'IA a produit. Et puis tu lui dis, j'ai déjà pensé un peu à ce que tu pourrais faire. Ouais, c'est un peu ça. En tout cas, c'est possible d'avoir une discussion de haut niveau avec ces IA pour comprendre l'architecture qui serait la plus pertinente. Je peux dire n'importe qui peut le lire, il suffit de l'instruire à faire ça. On n'est pas obligé d'être expert de ces choses-là pour comprendre ce qui se passe. Puis quelle serait la tech stack, enfin les technologies qu'on veut inclure ou pas. On peut lui demander quels sont les avantages, les inconvénients. J'aimerais pas être lié à un truc propriétaire, j'aimerais être flexible, j'aimerais qu'il y ait une communauté suffisante pour que dans 10 ans, je ne change pas de système, enfin toutes ces choses-là. Quoi. Alors il y a un peu de réflexe, mais même ça, il peut le faire lui-même. Donc voilà. Parfait. Il y a encore une question? C'est bon? Je prends ça, on va faire la petite clôture. Et puis après, on va pouvoir continuer avec une bière et les pizzas qui vont arriver. Donc, merci beaucoup Charles-Édouard pour cette présentation. C'est sport pour certains, pour d'autres c'est peut-être un peu plus simple. On vous encourage à aller regarder les vidéos d'avant qui vont vous permettre de comprendre un peu plus tout ça, ou en tout cas vous mettre le pied dans cet outil qui n'est pas obligatoirement un outil de codeur. Moi, je suis business analyst, je ne sais pas coder. Depuis une semaine, je l'utilise tous les jours pour créer, générer du contenu et des choses comme ça. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. En tout cas, merci à tous d'être venus. On vous propose maintenant de boire un verre et puis de continuer à échanger autour d'un verre et puis de pizzas qui vont arriver d'ici quelques minutes. Merci beaucoup.